Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de ces 7 romans plus un en e-book que j'ai abandonné. Le premier roman dont je vous parlerai, il s'agit du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen chez Brajlon, ce magnifique ouvrage. Le second roman, il s'agit Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout chez De Saxus. On parlera également de sa suite avec Un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Armentrout chez De Saxus, c'est le tome 2. Après ces grosses bricasses, je me suis lancée dans des courts romans avec Mysteries of Thorn Manor de Margaret Rogerson chez Big Bang, en édition grimoire s'il vous plaît. J'ai lu également le tome 2 des Anges mécaniques, l'élu de Karina Rosenfeld chez Gulfstream Editor. Encore un court roman et un tome 3 avec Ours, l'Alliance des traîtres de Johan Elio chez Ozu dans la collection Éclair Plus. Je vous parlerai d'une lecture audio avec Michel Bussy, Nouvelle Babel chez Lizzie. Et les books que j'ai abandonnés, il s'agit des Chants de Nuing de Émilie Kerbalek chez Albin Michel Imaginaire. Allez, on se retrouve face cam pour vous parler de ces livres. Allez, on commence tout de suite, je vous parle du Pont des Tempêtes. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, on n'est pas loin du coup de cœur. Je ne donnerai peut-être pas le coup de cœur parce que c'est extrêmement lent à se mettre en place, mais il y a pas mal de choses que j'aime retrouver en fantasy dans ce roman. On est dans un univers complexe de fantasy où les royaumes sont situés sur des îles. D'ailleurs, comme d'habitude en fantasy, on a une petite carte. Alors la carte, elle est là. Elle n'est pas dans le roman, elle est sur la jaquette. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais on a plusieurs îles. Et au milieu de ces îles, il y a un pont qui dessert toutes ces îles. Ce pont est contrôlé par un royaume uniquement. Et si vous voulez, ce royaume est extrêmement prospère puisqu'ils régissent tous les échanges commerciaux entre les îles. Les îles sont complètement dépendantes de ce pont pour faire du commerce parce que on est sur une région où il y a énormément de tempêtes, où c'est extrêmement dangereux de prendre la mer et donc le pont est le meilleur moyen de faire traverser les marchandises, etc. Nous allons suivre Lara qui est une princesse qui va se voir partir et épouser un homme qu'elle ne connaît pas, le prince justement qui a la main mise sur ce pont. Et Lara, son objectif, c'est de découvrir le secret du pont, de découvrir les points faibles de l'ennemi, celui qu'elle va épouser, pour que son peuple, son royaume s'empare du pont et s'empare du coup de cette richesse. C'est sans compter bien sûr sur la rencontre avec ce prince qu'elle va épouser, ce roi même, ce n'est pas un prince, c'est un roi, et bien sûr les sentiments qui vont naître entre eux. Ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est que oui, il y a une part de romance, forcément, mais elle ne prend pas le pas sur l'histoire. On a un univers complexe, on a toute une intrigue autour de la politique, du commerce, vraiment quelque chose de très structuré. C'est pas simplement on vous pose une intrigue qui tient à peu près la route et puis on a une immense romance derrière. Non, c'est vraiment l'univers qui est très structuré et derrière on a cette romance qui vient. Je l'ai bien aimée, elle se fait en douceur, elle ne se fait pas d'un seul coup, hop, c'est le grand amour et c'est le coup de foudre, etc. Oui, il y a de l'attirance au début, mais Lara reste très axée sur son objectif. Et jusqu'au bout, elle va faire en sorte que son peuple passe en premier, plutôt que ses sentiments. Donc j'ai apprécié, j'ai vu tout ce qui pouvait être psychologie des personnages, tiraillement entre son devoir et ses sentiments, ça on le voit bien. Je ne mets peut-être pas le coup de cœur parce que finalement la fin est assez prévisible. Quand il y a des secrets, quand il y a des mensonges, quand il y a
Toute cette thématique là où les personnages, on sait qu'ils s'aiment, mais que derrière il y a énormément de choses cachées, de secrets, on sait qu'à un moment ou un autre ça va péter, et forcément bah, ça ne manque pas. Donc en soi, ça c'était prévisible, mais ça n'a en rien gâché mon plaisir, et je lirai la suite avec grande impatience. Je ne sais pas quand il va sortir, mais en tout cas, j'ai vraiment adoré ce roman. Proche du coup de cœur, le livre en lui-même est magnifique en plus. C'était une excellente découverte. Allez, on va passer à cette saga. J'avais acheté le tome 3 et je me suis dit, il serait temps quand même de la commencer. Imaginons que je n'aime pas, et j'ai déjà quand même 3 tomes en relié dans ma palle. Donc ici, nous allons suivre Poppy, qui a été cachée dès sa naissance. Elle est censée être un personnage très important pour son peuple. Elle est la pucelle, elle est celle qui a été bénie des dieux. Il y a beaucoup de choses qui reposent sur ses épaules. On est dans un univers, on ne sait pas trop au début où on va. On sait que il y a des créatures à l'extérieur qui attaquent, alors pas les villes, mais à l'extérieur des murailles, on risque de se faire attaquer par des créatures, des voraces, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On sait juste qu'on est dans un univers assez dangereux et que Poppy est destinée à s'élever ainsi que d'autres personnes. On comprend que les deuxièmes enfants des personnes, voilà, des familles deviennent des élevés. En quoi ça consiste, on ne sait pas vraiment. Que les troisième et quatrième enfants, eux, partent et sont dédiés aux dieux. Ils vont dans des temples et on ne les revoit jamais. Et voilà, ils dédient leur vie aux dieux. Bref, c'est assez étrange comme univers. Et puis au fur et à mesure, on commence à comprendre. Et Poppy aussi commence à comprendre, perdre un petit peu son innocence. Si vous voulez, Poppy, elle a toujours été choyée, mais c'est pas pour autant qu'elle ne connaît rien à la vie, qu'elle est innocente. Elle a appris à se battre grâce à son garde du corps qui lui a permis de savoir se défendre. Elle sort très souvent de sa chambre par des passages secrets et elle cherche un petit peu à découvrir ce qu'est la vie. Hein. Clairement, elle sent que cette absence de liberté lui pèse et elle va rencontrer Hawk dans un bordel. Oui. Quitte à aller vivre sa vie, allons dans un bordel quand on est une pucelle. Elle va rencontrer Hawk, qui va s'avérer plus tard devenir son garde personnel, etc. Et une romance va naître entre eux. Je ne vous en dirai pas plus. J'ai beaucoup aimé ce roman, à tel point que j'ai continué et j'ai lu directement la suite, ce qui ne m'arrive jamais. Je laisse toujours passer du temps entre les tomes, surtout des grosses bricasses comme ça de plus de 600 pages. Mais voilà, j'ai été embarquée par cette histoire. L'univers de fantasy est pas dingue, hein, on va pas dire que c'est quelque chose de hyper original, au contraire, c'est quelque chose d'assez classique. On est finalement dans de l'urban fantasy parce que les voraces s'apparentent un petit peu à des vampires, on a toute une mythologie avec les Atlantiens qui sont aussi assimilés à des sortes de dieux qui auraient créé ces vampires. Il y a toute une mythologie comme ça. On a aussi des loups-garous, enfin des garous tout simplement, mais on les appelle pas des garous non plus. Bref, Jennifer L. Armentrout a repris tous les codes de l'urban fantasy et a donné de nouveaux noms, une nouvelle mythologie. On apprend comment sont créées toutes ces personnes et c'était plutôt sympa, mais je vous dis, rien de transcendant ou qui change totalement. On est clairement dans une romantasy, puisque la romance prend une grande part. Alors dans ce premier tome, c'est plutôt bien dosé, parce que on ne voit pas Poppy directement se mettre dans les bras de Hawk, etc. Non, il y a quand même de la réflexion, il y a quand même un temps, hein, clairement. Ça s'enchaîne assez rapidement sur la fin, mais voilà, il y a quand même quelque chose. Par contre, le second tome, du coup je vous ai dit, je les ai enchaînés. Et par contre, dans le second tome, on est clairement dans la romance pure et dure. Et la relation entre Poppy et Hawk. Et on passe 400 pages sur cette relation. Ouais, ce second tome a été très très lent. Il y a des scènes de sexe à foison, vraiment. Pour voir un petit peu où allait l'histoire, il a fallu, je vous dis, attendre 400 pages. Donc c'est assez lent. Je dirais pas que je me suis ennuyée parce que les pages se tournent très vite, mais c'est clairement pas
le développement que j'aurais voulu avoir. En fait, la relation entre Hawk et Poppy, elle est assez redondante. Ils ne s'avouent pas leurs sentiments, alors qu'on sait très bien qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. À chaque fois qu'ils font quelque chose ensemble, ils se disent simplement, ils se confortent en se disant qu'ils font juste semblant, que c'est pour les apparences, alors que quand même, bon... En fait, c'était agaçant de les voir se tourner autour, de concrétiser, mais sans jamais se l'avouer. Voilà, c'était agaçant. Donc ce second tome n'est pas le meilleur, je pense. Voilà, le premier était très bien pour introduire l'univers. On en apprend un petit peu plus encore sur les Élevés, sur les Atlantiens, sur ce qu'est Poppy. Je pense qu'on va en apprendre encore plus dans le troisième tome, puisque c'est vers la fin de ce tome-là que ça devient intéressant et que on voit un petit peu tout l'intérêt et tout ce qui pourrait être. Mais clairement, ce tome-ci, c'est pour les amateurs de scènes de cul, hein, clairement. Et c'était pas le meilleur. Allez, on continue avec ce roman très beau aussi, que j'ai reçu de la part des éditions Big Bang. J'avais adoré, j'avais eu un coup de cœur pour Sorcery of Thorn, donc une novella dans l'univers de Sorcery of Thorn, je dis absolument oui, et j'ai pris un grand plaisir à lire cette novella. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas lu Sorcery of Thorn, si vous n'avez pas aimé, si vous n'étiez pas plus emballé que ça par les personnages, il n'y aura pas grand intérêt pour vous, puisque on est dans le manoir des Thorn, où vit donc maintenant Nathanael, Elizabeth et Silas. Ces trois-là vivent dans le manoir avec une autre personne, une servante, enfin bon, une domestique. Et un matin, ils vont se réveiller et ils vont se dire qu'ils ne peuvent pas sortir du manoir. Le manoir a décidé d'en faire qu'à sa tête et les emprisonne dans une sorte de tempête permanente. Donc ils ne peuvent pas sortir. Et en fait, ce court roman, cette novella, hein, va se concentrer sur les raisons de cette tempête à l'extérieur, pourquoi elle ne veut pas les laisser sortir. Ils vont chercher par tous les moyens à faire cesser cette tempête, quand même. Et voilà, on va tourner là-dessus, on va découvrir le manoir, ses pièces. Le manoir est vivant. Mais voilà, après c'est surtout une excuse pour retrouver les personnages, retrouver l'interaction entre Elizabeth, Nathanael et Silas, ce trio que j'ai aimé dans Sorcery of Thorn. Et voilà, c'est rapide, c'est très rapide, ça fait moins de 200 pages. Mais c'était un petit bonbon comme ça qui est sympa à lire pour ceux qui sont fans de l'univers. Je vous parle de ce second tome et dernier tome, il clôture la saga, ça y est, j'ai terminé notre saga. C'est pas brillant parce que j'en ai pas terminé beaucoup cette année, mais je suis très contente d'avoir terminé ce roman, ce second tome, parce qu'il conclut magistralement cette saga que j'ai beaucoup aimé. On y suit Alix qui découvre, lorsqu'elle visite Notre-Dame de Paris, quelque chose d'étrange qui miroite à un moment donné dans la cathédrale. Elle se rend compte qu'elle voit ce que personne d'autre ne voit, une sorte de voile qui se déchire et une créature mécanique qui sort de ce voile. Par la suite, elle apprend qu'elle est issue d'une famille de protecteurs. Sa famille, depuis des temps immémoriaux, veille sur le voile et lutte pour que les créatures derrière ce voile ne viennent pas dans notre monde. Alix va alors devenir un ange mécanique, ces créatures qu'elle a vues apparaître derrière le voile. Et voilà, il y a toute une mythologie sur ce que sont ces créatures de l'autre côté du voile, comment lutter contre elles, comment refermer ce voile et mettre fin à tout ça. Et on a une conclusion parfaite dans ce second tome. On ne nous laisse pas de questions en suspens, on ne laisse pas une ouverture pour autre chose. J'ai beaucoup aimé parce que en fait, il y a un côté très onirique quand on parle de tout ça, de ce qui se passe derrière le voile. Et j'ai aimé l'explication qu'on nous a donnée de qui sont ces créatures, comment faire en sorte que tout se passe bien. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé et je vous dis, il y a une certaine poésie dans la résolution de cette saga que j'ai vraiment adorée. Donc une très bonne saga, en plus les couvertures sont canon avec ces reflets
argenté et tout, en 2 tomes. Les tomes sont pas très longs, hein. On est sur du 300 pages pour celui-ci, je crois que le premier tome était à peu près dans la même veine. Donc c'est assez court, mais finalement c'est assez complet. On se pose pas 10 000 questions, c'est ce que je vous dis. On a une conclusion nette, précise, et ça c'était top. En attaquant ce 3e tome, je me suis demandé si c'était le dernier, et pas du tout. Pas du tout, puisque on a un à suivre à la fin de ce tome-là, et en même temps ça ne m'étonne pas plus que ça, parce que les tomes sont assez courts. On est quand même au 3e tome, les tomes sont à peu près de la même équivalence en termes de pages, et ça ne pouvait pas tout se résoudre dans ce tome-ci, c'était pas possible. Pour rappel, nous sommes avec des humains, 3 humains qui sont envoyés en sorte de délégation pour découvrir ce qui s'est passé sur la planète Terre, qu'ils ont quitté depuis des millions d'années. En fait, les humains ont quitté la planète pour une planète bien plus loin, à des milliers d'années de lumière. Ils sont partis dans un immense vaisseau, sauf que en cours de route, la planète a été détruite par un astéroïde, donc le vaisseau a fait demi-tour et il est en orbite autour de la Terre maintenant, et donc 3 humains vont être envoyés pour découvrir ce qui s'est passé en ces milliers d'années, voir si la planète est de nouveau habitable, si l'humanité peut revenir sur la planète, et ils découvrent qu'en fait, eh bien, les ours ont pris possession de la planète, ils vivent en clans, structurés, ils ont un langage, ils ont des guerriers, vraiment une structure complète de société. Et les 3 humains se retrouvent un petit peu embêtés à se dire bon, ça va être quoi la suite en fait? Si on fait revenir les humains, on prend la place des ours, comment va se passer la cohabitation? Est-ce que les humains vont prendre le pas sur les ours, etc. Sauf que il y a bien plus que ça, puisque les ours, eux aussi, sont en guerre. Les clans sont en guerre les uns contre les autres, donc les humains vont se retrouver un petit peu dans cette guerre de clans. Et voilà, en fait c'est ça, l'histoire. Dans ce 3e tome, on développe un petit peu plus sur l'origine des ours, le passé des ours, comment ils sont devenus tels qu'ils sont à présent. Les humains sont un peu séparés, ils essayent de contacter le vaisseau, l'IA de leur vaisseau pour donner des nouvelles, etc. Mais ils sont complètement isolés. C'est un tome assez compliqué puisque la guerre se renforce et les humains se retrouvent isolés. On a presque peur pour eux en se disant qu'ils ne vont pas survivre à tout ça. Mais c'était intéressant parce que voilà, on en apprend bien plus sur l'univers, sur ce qui s'est passé ces milliers d'années sur Terre pendant que les humains étaient en stase dans leur vaisseau. Donc oui, ça suit son cours. Et j'ai hâte de voir ce que pourra donner la suite parce que là, la guerre s'intensifie énormément et ça pue. Ça pue pour les ours et ça pue pour les humains. Et je vous parle de cette lecture audio que je n'ai pas forcément appréciée. Alors comme d'habitude, c'est une lecture audio. Je pense que j'aurais pas le même ressenti si j'avais lu le roman papier, mais j'ai encore une fois tenté le coup. Ça vient pas du narrateur, ça vient de l'histoire en général où il y a pas mal de personnages et où je me suis un peu perdue. Comme d'habitude en fait, dans une lecture audio, j'ai toujours du mal à recentrer les personnages. On est dans notre futur, on est en 2097 et le monde a bien changé. Il a connu une grande évolution avec la téléportation. Chaque personne a autour de son poignet un bracelet qui lui permet instantanément de se téléporter à l'endroit de son choix. Grande évolution, et là on va assister d'entrée, en fait le roman s'ouvre sur une scène de massacre. Un tueur arrive sur une île où il y a, il me semble, que des retraités, on sait pas trop pourquoi, et il va tuer tout le monde. Voilà, il tue tout le monde. Et on va suivre les enquêteurs pour découvrir qui est ce tueur, quelles sont ses motivations, et en parallèle on va suivre d'autres personnes, une institutrice, un journaliste, bref, qui vont un petit peu être liés à ces meurtres sans trop savoir pourquoi. On va découvrir le système qui a permis la téléportation, etc., etc. Donc un univers assez complexe de science-fiction. Mais j'ai pas forcément accroché, j'ai pas réussi à me mettre dedans, j'ai aucun attachement à aucun des personnages, ça m'a paru assez froid finalement pour m'attacher à eux.
j'ai pas eu forcément aussi d'intérêt pour l'intrigue, la résolution de l'enquête, ça me passait un petit peu au-dessus de la tête. C'était intéressant du point de vue technique, tout ce qui est téléportation, tout ce qui a été mis en place pour arriver à cette téléportation, toute la non-liberté qu'ont les gens finalement en fonction de cette technologie. Il y a toute une réflexion là-dessus, mais je suis restée assez à distance par rapport à ça. Après, c'est pas le premier Michel Bussy que je lis, mais c'était assez audacieux de partir là-dessus, sur quelque chose dans notre futur, un roman d'anticipation. Donc ouais, pourquoi pas. Après, moi je pense que je le préfère quand même dans ces thrillers purs et durs, sans notes fantastiques. En tout cas, c'est mon avis. Et enfin, je vous parle de cet e-book. Pourquoi je vous en parle alors que je ne l'ai pas fini, je l'ai abandonné à 58%. C'est parce qu'il fait partie du PLIB. Il est dans les 5 finalistes du PLIB et j'ai pris la décision de l'abandonner parce que je m'ennuyais totalement. On est dans un roman de science-fiction, de space opéra, où on va suivre toute une équipe qui est prête à partir en début de ce roman pour Newing, une planète à, je crois, 45 années de voyage de la Terre. On y a découvert un étrange son, les chants de Newing. On envoie une équipe composée d'énormément de personnes pour découvrir ce que sont ces chants, si c'est la présence d'une vie intelligente, etc. Sachant que la planète de Newing n'est pas habitable, donc ils ne vont pas constituer une nouvelle humanité sur une nouvelle planète, vous voyez, alors qu'ils emmènent beaucoup de gens en stase qui seront réveillés une fois arrivés à Newing. Et en fait, on va suivre pas mal de personnages dans ce roman, et on a une première partie où c'est l'avant-voyage. On apprend à connaître les personnages, on apprend à voir leurs attentes, qu'est-ce que la fonction qu'ils auront pendant ce voyage, à l'arrivée du voyage, etc. Et après on a une seconde partie où on est pendant le voyage, la moitié est en stase, l'autre moitié c'est tout l'équipage qui vivent leur vie, qui s'interrogent, et c'est à partir de là qu'on m'a perdue totalement. La première partie était assez intéressante, même si, bon, moi j'avais pas d'attachement pour les personnages. Et alors, la seconde partie, bah il se passe rien en fait, ils sont dans le vaisseau et il ne se passe absolument rien. Si ce n'est le créateur, l'instigateur de ce voyage qui veut la vie éternelle et qui cherche à transférer sa conscience dans d'autres corps pour vivre jusqu'à l'arrivée sur Newing et pour vivre éternellement. Et on se replonge dans ses souvenirs et on essaye de comprendre ce qui ne va pas entre ces différentes... Oh, ça m'a gonflé. Clairement, c'était une torture de reprendre ce livre à chaque fois, donc j'ai décidé de l'abandonner. C'est très rare, j'abandonne rarement des romans, mais là je n'arrivais pas à continuer, ça me passait totalement au-dessus, mais je n'avais plus aucun intérêt sur ce transfert de conscience et ça m'a perdu. Donc j'ai décidé d'arrêter, donc vous l'avez compris, il ne sera pas mon favori pour le PLIB adulte, sachant que j'ai lu les 5 livres du PLIB adulte, donc maintenant je n'ai plus qu'à choisir. Enfin j'ai lu, non celui-là je l'ai abandonné, mais bon j'ai des arguments pour ça, je vous l'ai dit. J'ai toujours au fond de moi la peur de me dire oh, je vais sûrement louper quelque chose, la fin va peut-être être une grande révélation et je vais adorer ce livre, mais là c'était tellement difficile pour moi que j'ai pris cette décision et je ne le regrette pas. En fait, je n'ai même pas envie de savoir ce qui se passe sur Newing, à quoi sont assimilés ces chants, je ne suis pas curieuse de ça. Donc c'est bien la preuve qu'il fallait que j'arrête. Tant pis. Ça arrive aussi. Je vous parle jamais de mes abandons, mais là, bah, c'était l'occasion parce qu'il faut quand même que je rende quelque chose pour le PLIB. Donc, voilà, je vous en ai parlé. Peut-être que vous avez un avis différent, peut-être que vous avez fini le livre. Alors dans ces cas-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me dire oh, la fin vaut vraiment le coup et tout. Peut-être que vous me ferez regretter et que je lirai un peu en diagonale tous ces passages qui m'ont un peu gonflé sur les transferts de conscience, les machins, pour aller à une partie qui sera peut-être plus intéressante. Mais bon,
Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis, si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.